L'auteur explique que l'humanité se pose la question de sa place sur la Terre et pourquoi certains individus comprennent davantage tandis que d'autres ne le font pas. Il évoque également la présence de forces astrales lucifériennes ou sataniques qui cherchent à influencer les individus conscientisés. Les différentes apocalypses annoncent une fin des temps bouleversante avec des épidémies, des guerres et des fléaux. L'auteur soutient l'existence d'un dieu extraterrestre appartenant au plan spirituel, dont le palier le plus élevé est le plan supramental. Il dit aussi que les vaisseaux spatiaux sont moins puissants que ce que l'humanité pourrait atteindre avec ce palier d'esprit. Il explique que l'humanité est appelée à devenir un être extraterrestre grâce à la fusion avec ce plan, mais cela ne signifie pas voyager dans des vaisseaux spatiaux, mais plutôt transcender les limites terrestres grâce à un transport séraphique d'ordre vitalo-supramental. Cette évolution permettrait à l'humanité d'avoir une conscience extraterrestre, qui ne ressemble en rien aux représentations d'extraterrestres que nous connaissons. Dans ce texte, l'auteur parle de l'influence de certains faisceaux d'énergie dans l'évolution humaine. Il explique que la Terre tourne autour du Soleil dans la galaxie de la Voie lactée. Il affirme que ces faisceaux d'énergie sont attirés par certaines régions de la Terre, notamment le Québec ésotérique, et que plus l'évolution avance, plus les humains en bénéficient. Cependant, il mentionne que cette énergie a tendance à rester sur la Terre et à ne pas être matérialisée dans d'autres régions. L'auteur parle également de l'axe de rotation de la Terre et explique que pendant les mois d'hiver, la Terre reçoit plus d'énergie supramentale non colorée par le mental humain. Il affirme que jusqu'en 1997, il y aura un déploiement de plus en plus grandiose de cette énergie, et que par la suite, seuls ceux qui auront un contact pur auront la possibilité d'avoir un double éthérique. Il est question de la possibilité d'un transport séraphique qui permettrait de rester en contact permanent avec le plan galactique, tandis que la Terre s'éloigne temporairement de ce faisceau pour se rapprocher d'un autre faisceau plus dense. Cette énergie supramentale attire certains humains et l'astral devient de plus en plus conscient de son utilisation. Pendant longtemps, la Terre a été laissée à elle-même, mais maintenant l'astral laisse l'énergie supramentale pénétrer son monde, créant ainsi une mémoire et une expérience. Cependant, cette énergie descendante devient de plus en plus involutive et l'homme doit évoluer pour la supporter. Sans cela, elle crée des formes d'astral apparemment intelligentes. Au fur et à mesure que l'homme évolue, il rencontre des énergies plus puissantes qui cherchent à prendre le pouvoir sur lui. L'homme et l'énergie supramentale vont finalement se rejoindre, mais là où cette énergie descend dans des endroits sans présence humaine, elle crée des entités involutives qui veulent posséder l'homme pour évoluer. Pour ce faire, ces entités utilisent le monde des morts pour influencer l'humanité. L'énergie involutive ne peut pas directement manipuler l'homme, donc elle se sert du ciel pour ordonner et distribuer ses forces. Ce sont ce qu'on appelle les armées de la bête. Il est question d'un plan supplémental dans le monde des morts, avec des entités hautement spirituelles qui resteront missionnées par le plan évolutif du monde des morts. Les armées de Dieu, composées de ceux qui adhèrent à l'homme nouveau, seront en opposition aux armées de la bête. Les forces involutives se battront entre elles et s'entre-détruiront, tandis que les forces du mal chercheront à assujettir le reste du ciel. Le travail fondamental de l'homme nouveau est d'élever son niveau d'évolution pour réduire les énergies libérées vers le monde des morts. Plus il y aura d'humains évolués, moins il y aura de problèmes et moins cela durera longtemps. Le véritable problème est de comprendre le fonctionnement des énergies et d'en recevoir davantage pour transcender les mondes parallèles de la mort. Faire ce travail planétaire permet automatiquement d'accomplir le travail cosmique de l'homme. L'énergie supplémentaire servira d'abord à nourrir le monde de la mort, mais à terme il sera affaibli par l'intelligence supramentale. Selon cette théorie, l'énergie supramentale du monde des morts va absorber le périsprit de l'âme terrestre, ce qui va créer des problèmes car cette énergie vitale ne pourra pas être absorbée par les corps physiques des êtres vivants. Cela entraînera des cataclysmes, des maladies et des problèmes sur Terre. De plus, l'intelligence supramentale qui est absorbée par l'homme sera également absorbée par le monde des morts, ce qui fera baisser sa vibration et entraînera une perte de conscience spirituelle. Les humains reliés au monde des morts deviendront alors des animaux sans conscience évolutive. Dans un proche avenir, il n'y aura plus de place dans le monde des morts pour les âmes, donc lorsque quelqu'un meurt, son corps revient à la vie. Cela rendra les temps à venir plus fantasmagoriques. Ce texte aborde plusieurs idées liées à la conscience humaine, à la mort et à l'évolution de l'humanité. Il mentionne que plus il y aura d'humains conscients et capables de recevoir l'énergie supramentale, plus il y aura de diffusion de la connaissance. Il souligne également que chaque région du monde a un
égrégore spécifique lié au monde de la mort, et que le Québec a son propre monde de la mort. L'auteur affirme que l'évolution de la conscience au Québec permettra d'éviter des catastrophes et de contribuer à la transformation de la planète. Il mentionne aussi que les États-Unis joueront un rôle important dans la lutte contre les forces du mal, mais qu'ils ne pourront pas gagner seuls. Finalement, l'auteur souligne l'importance de parler anglais, langue de l'Amérique, et de continuer à parler français. Il termine en mentionnant que l'ego sera régi soit par le monde de la mort, soit par le monde de l'esprit, et que plus il y aura d'humains conscients, plus la diffusion de la conscience nouvelle sera importante. Dans ce texte, l'auteur parle de ce qui s'est passé ou se passera sur notre planète. Il affirme que, dans un futur proche, il ne sera pas recommandé d'avoir des enfants en raison de la baisse vibratoire du monde de la mort. Il prédit que dans environ 10 ans, les temps seront suffisamment avancés pour que cela devienne une réalité. Il fait référence à l'énergie supramentale et explique qu'elle ne servira ni le monde de la mort ni l'évolution de l'homme. Il affirme que lorsque cette énergie est transformée et assimilée par la planète, elle devient de l'énergie astrale, qui sert au monde de la mort. Il mentionne également la possibilité d'une apocalypse, mais affirme que cela conduira finalement à un âge d'or qui durera environ 13 000 ans. Il parle aussi de la lutte à venir dans le monde morontiel, mais n'explique pas les détails. Il conclut en disant que, à l'échelle du Québec, il ne devrait pas y avoir de guerre car les Américains et les communistes verront ce pays comme suffisamment capitaliste et communiste respectivement. Le texte parle du besoin de parler de certaines choses qui doivent être faites, en relation avec le bouclier canadien. Il est suggéré de tenir une conférence dans les Laurentides pour discuter de ces sujets. Cependant, cela dépendra du ressenti et de l'engagement des individus, car il faut suffisamment de participation pour réaliser ces actions. L'auteur souligne que l'évolution de l'homme est terminée depuis 1997 ans, et que l'énergie qui devrait être utilisée pour cela est récupérée par l'âme et utilisée pour créer des animaux et des entités puissantes. Il est important de transposer ces peurs en question et de ne pas se laisser manipuler par des forces négatives. L'auteur parle également du deuil et de la peur, en soulignant qu'il est possible de rationaliser sa peur et de la comprendre plutôt que de se laisser guider par elle. Enfin, il affirme qu'il n'y a pas de danger car les choses seront ce qu'elles sont. La conscience humaine évolue dans un plan temporel fragmenté, passant d'un moment à un autre. Cette évolution de conscience fait que l'homme perçoit le passé, le présent et l'avenir. Cependant, le temps n'existe pas réellement car tout est immédiatement présent. Lorsque notre mémoire accumule plus d'expérience, notre conscience peut fouler le terrain que nous avons expliqué aujourd'hui. Le temps est géostationnaire et ne bouge pas, c'est l'homme qui se déplace dans le temps. Notre cerveau limite notre capacité à comprendre l'instantanéité de l'avenir, du passé et du présent, ce qui nous pousse à élaborer des théories conceptuelles pour les comprendre. L'évolution de la conscience de l'homme se fait par des fragments de temps, mais l'illusion de l'égocentricité nous fait croire que le temps passe et que nous restons immobiles. Cependant, à chaque instant, notre conscience change de plan de vision. Vieillir se produit lorsque nous voulons revenir en arrière plutôt que d'avancer dans le temps, ce qui nous bloque dans un état de conscience instantané et nous conduit vers le monde de la mort. Dans le monde de la mort, notre conscience est déconnectée des autres avec qui nous avons partagé notre vie. L'espace-temps est un concept qui évolue constamment, se modifiant à chaque fraction de seconde. Lorsqu'une personne meurt, sa conscience retourne dans le passé mais à un niveau vibratoire différent de celui partagé avec les autres personnes. Ainsi, elle se trouve dans le monde des morts, tandis que les vivants restent vivants car leur vibration reste en accord avec celle du passé. Cette idée vise à stimuler des mutations et des expansions de conscience au niveau neurologique. La temporalité est perçue comme une mécanique qui contient un avenir, un présent et un passé. Est-ce lorsqu'on englobe instantanément la conscience, on découvre qu'il n'existe ni passé, ni présent, ni avenir. Cette compréhension permet de réaliser que le temps est de la matière et peut être exploré comme un lieu. Il existe des conceptions parallèles du temps, créant ainsi des illusions temporelles auxquelles l'homme s'assujettit. L'humain lui-même ne change pas, mais sa conscience évolue en se déplaçant dans l'espace-temps. Par exemple, l'idée d'un film de 2 heures réside instantanément dans la bobine, mais la conscience limitée de l'homme nécessite un projecteur pour le percevoir en 2 heures. Un cerveau évolué permettrait de voir le film instantanément, en comprenant que le film n'a jamais réellement passé. Cependant, tant que l'humain a une conscience limitée, il chemine pas à travers le film, prenant conscience de chaque image progressivement.
L'éco-pédagogue est une approche qui consiste à utiliser des outils pédagogiques axés sur l'écologie et l'environnement. Elle fait d'amener les élèves à être sensibilisés et conscients des enjeux environnementaux, afin de les inciter à adopter des comportements responsables et durables. L'éco-pédagogue donne les connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux liés à l'environnement et encourage les élèves à agir de manière proactive pour préserver la planète.